Réaliste, c'est le titre du livre de Bertrand Piccard, publié chez Stock, Soyons logiques autant qu'écologiques. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de Smart Impact. On va te parler de votre livre dans un instant, mais d'abord, vous êtes à Glasgow depuis cette COP26. On enregistre cet entretien quelques jours avant la clôture. L'ONU demandait de relever le niveau de l'ambition. Est-ce que vous pensez qu'elle a été entendue par les participants ? Entendu peut-être, mais pas forcément appliqué. Vous savez, ce qui est intéressant ici à la COP, c'est qu'il y a deux COP en une. Il y a la COP des négociations internationales où le but est de retrouver un consensus unanime autour d'ambitions communes. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et puis, il y a l'autre COP, qui est la COP des coalitions. Ce sont des pays qui décident d'atteindre un but sans forcément atteindre l'unanimité. Alors il y a une centaine de pays contre la déforestation, une centaine de pays contre le méthane, une quarantaine d'entreprises privées qui décident d'abaisser le prix des technologies propres de manière à les rendre accessibles à tout le monde. Et c'est cette COP-là qui avance le plus vite et c'est cette COP-là qui obtient le plus de résultats. Oui, donc il faut voir le verre à moitié plein d'une certaine façon, c'est ce que vous nous dites. Moi, je dis qu'il faut être réaliste, ni optimiste ni pessimiste, juste réaliste. C'est-à-dire qu'il faut atteindre des résultats. Il faut sortir des idéologies. On n'est pas là pour être ou écologiste, ou industriel, ou politique à gauche, ou politique à droite. Il faut prendre ce qui est bon de chaque côté. Et on voit que si des pays craignent que les mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques soient un obstacle à leur développement économique, eh bien, il faut leur montrer qu'au contraire, l'écologie peut devenir la force motrice de l'économie. C'est en mettant en place des nouvelles opportunités industrielles, de l'efficience énergétique, des énergies renouvelables qui sont maintenant moins chères que les sources fossiles. C'est en mettant tout ça en place qu'on va stimuler l'économie des pays qui ont le plus peur de souffrir des engagements que leur demande l'ONU. Oui, mais alors justement, l'une des difficultés de cette COP, l'un des enjeux majeurs, c'est l'aide des pays les plus développés vers les pays du Sud. Et on sait que les engagements de la COP 21 n'ont pas été totalement tenus en la matière. Est-ce que ça vous inquiète? Vous dites que cette aide aux pays du Sud, c'est le prix de notre insouciance. Mais oui, parce que pendant des années, on a hypothéqué le futur, on a vécu à crédit, maintenant il faut bien payer la facture. Mais il y a deux choses avec les pays du Sud, ou les pays les plus démunis. Il y a des versements à faire pour les aider à s'adapter au changement climatique. Ça, c'est vrai, c'est de l'argent qui est versé. Mais maintenant, il y a les investissements. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant pour les pays les plus développés, c'est d'aider les pays les moins développés à mettre en place des infrastructures efficientes, de mettre en place des énergies renouvelables. Et ça, c'est des investissements qui sont rentables. Ce n'est pas des dons, ce n'est pas de l'argent qui va être perdu pour les pays qui les donnent. Bertrand Piccard, à Glasgow, la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, a estimé que la transition mondiale vers la neutralité carbone coûterait, alors le chiffre, j'ai eu du mal à le noter, entre 100 000 et 150 000 milliards de dollars. Ça dépasse totalement l'entendement. Je ne sais plus combien ça fait de... C'est 15... Ça fait 15-0. C'est ça, ça fait 15-0. On n'y est jamais confronté, donc on ne sait plus. Vous n'êtes pas d'accord avec ces prévisions alarmistes, pourquoi ? C'est-à-dire, ce n'est pas une question de ne pas être d'accord avec la prévision, c'est une question de dire qu'elle ne veut rien dire, cette déclaration. Parce qu'il y a de toute façon aujourd'hui des trillions de dollars qui sont investis, mais dans des tas de choses qui existent et qui polluent. Donc il ne s'agit pas tout à coup d'inventer des nouveaux trillions de dollars pour les mettre ailleurs, il s'agit de retirer les trillions de dollars qui sont dans les énergies fossiles, des constructions mal isolées, des vieux processus industriels, bref, tout ce qui pollue, pour les rediriger dans des domaines beaucoup plus rentables, beaucoup plus propres, beaucoup plus efficients, qui en même temps vont protéger l'environnement. C'est ça qu'il faut voir. Mais d'ailleurs, c'est un mouvement qui a commencé il y a quelques jours dans cette émission. On dévoilait le résultat d'une étude de London & Partners, c'est l'agence de promotion de la ville de Londres, qui montre les investissements colossaux qui ont été faits depuis le début de cette année dans les entreprises de la Climate Tech. Plus de 32 milliards de dollars depuis le début 2021. Ça, c'est le business de l'avenir. Vous diriez que les investisseurs l'ont déjà compris, sont en train de le comprendre. Comment vous l'analysez, ça ?
Oui, mais bien sûr, les investisseurs le comprennent parce que vous savez, quand vous êtes une caisse de pension, une assurance vie, et que vous avez énormément d'argent à investir pour 10 ou 20 ans pour des clients qui vont toucher cette assurance dans quelques décennies, eh bien, vous êtes obligé de le mettre dans un domaine qui vaudra encore quelque chose à ce moment-là. Et il faut bien voir que si vous placez dans du pétrole, dans du charbon, dans du gaz, eh bien, dans 10 ou 20 ans, vous pouvez être sûr que la valeur va être divisée par 2 ou par 3. Donc, il faut mettre cet argent là où il y a un avenir, c'est-à-dire de la mobilité propre, c'est-à-dire des nouveaux types de ciment, des nouveaux types de construction, des nouveaux types d'énergie, d'efficience énergétique. Et paradoxalement, aujourd'hui, il y a plus d'argent à disposition pour investir que de domaines dans lesquels on peut investir de manière propre. C'est ça aussi qu'il faut voir. Donc, il faut que tous ces domaines propres se développent et il faut aussi que la réglementation évolue. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une ville ou un pays qui veut acheter des bus électriques, eh bien, les bus électriques sont un peu plus chers que les bus diesel, même si sur l'entier de leur durée de vie, eh bien, ils vont être beaucoup, beaucoup moins chers. Mais au départ, il faut un investissement supplémentaire qui sera remboursé plus tard, bien sûr. Eh bien, cet investissement supplémentaire, les communautés publiques ne veulent souvent pas le faire, elles veulent acheter de moins cher. Donc, les offres publiques d'achat doivent être modifiées. Et puis aussi, le domaine public n'a pas le droit d'accepter de l'argent privé pour les aider à acheter ce qui est un peu plus cher momentanément. Donc, les aider à investir. On ne peut pas faire, dans certains cas, du public-privé. Donc, ça aussi, c'est des choses qui doivent être modifiées. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de domaines techniques dans lesquels on peut avancer. Et ce n'est pas que l'argent manque, c'est simplement que l'argent n'arrive pas jusqu'au bout de l'investissement. Ouais. Bertrand Piccard, il y a aussi la question de ces bonnes pratiques qu'on peut dupliquer. C'est le sens des 1000 solutions que vous avez labellisées avec votre fondation. Est-ce qu'à l'occasion de cette COP à Glasgow, vous en avez déniché d'autres, des solutions à partager ? Alors, il y en a toujours d'autres qui arrivent. Hein. Depuis qu'on en a identifié 1000, il y en a 2 qui sont arrivés par jour et 2 qui continuent à arriver. Donc, c'est vrai que ces solutions, elles sont vraiment porteuses d'espoir parce que c'est très concret. C'est souvent des techniques de bon sens, comme réabsorber la chaleur perdue dans les usines, réabsorber le méthane dans les décharges publiques, faire du forage géothermique en ville, basse profondeur, hein, seulement 200 mètres, pour pouvoir installer des pompes à chaleur dans les bâtiments. C'est des recyclages de déchets, c'est l'économie d'eau. C'est une agriculture qui utilise moins d'engrais, moins de pesticides. Tout ça, c'est possible techniquement. On l'a identifié, on l'a labellisé et on le promeut. Et vous savez, c'est justement ce genre-là de solutions qui créent des emplois, qui permettent de faire du profit industriel et qui permettent de réconcilier l'écologie et l'économie. Donc, vouloir prendre des grandes mesures n'est possible qu'à condition d'expliquer comment on va atteindre ces grandes mesures, c'est-à-dire quelles sont les techniques qu'on va mettre en place pour y arriver. Et c'est ça qui manque. On entend ces grands discours, la situation est catastrophique, il faut faire quelque chose. Et puis, on attend désespérément la suite. Ben non, l'orateur a fini son discours, il va s'asseoir, tout le monde applaudit, et le suivant dit la même chose. Et c'est ça qui est épuisant. C'est cette manière de dire, il faut agir, sans dire comment agir. Donc, ce que nous faisons avec la Fondation Solar Impulse, c'est d'amener des solutions pour montrer comment agir et comment agir de manière vraiment réaliste. Alors justement, réaliste, c'est le titre de votre livre, Soyons logiques autant qu'écologiques. Il y a aussi une critique d'une certaine façon de ceux qui prônent la décroissance dans ce livre. Alors, pour moi, la décroissance est une philosophie noble. C'est magnifique parce que d'un côté, on croit de manière démesurée, avec une arrogance par rapport à la nature. On est des prédateurs sur tout ce qui nous entoure et c'est vrai qu'il faut arrêter ça. Mais comment l'arrêter? Et si on dit aux gens qu'ils doivent décroître économiquement, eh bien, ils vont simplement se distancer de l'écologie. Ils vont rejeter l'écologie parce qu'ils ne veulent pas décroître économiquement. Ça va amener au chaos social et avec des problèmes pour payer les salaires, les caisses de pension, la sécurité sociale, etc. Alors moi, je prône autre chose. Je prône effectivement de décroître le gaspillage, de décroître la pollution, de décroître l'inefficience. Et pour y arriver, eh ben, c'est une croissance qualitative. C'est-à-dire qu'on va croître économiquement, on va créer de la richesse, on va créer de l'emploi, en remplaçant ce qui pollue par ce qui protège l'environnement. Donc en fait, le développement économique se fait non plus en augmentant la production, la consommation et le gaspillage,
mais en augmentant l'efficience. Et tout ce qui permet d'augmenter l'efficience est rentable. C'est rentable parce qu'on peut rembourser l'investissement grâce aux gains qu'on fait en ressources, aux gains qu'on fait en énergie. Donc pour moi, c'est ça la croissance qualitative. Merci beaucoup Bertrand Piccard, réaliste, soyons logiques autant qu'écologiques. Voilà le titre de votre livre, je le rappelle, publié chez Stock. On continue de parler de la COP26 du sommet de l'ONU pour le climat avec la reforestation au programme.